Je voulais tous vous remercier de votre présence. Je commence évidemment par les habitants qui sont nombreux, les partenaires, les fournisseurs, les agents également, et les élus de la ville à mes côtés. C'est évidemment notre bilan à tous que je vais vous présenter. Et les élus des environs ou les représentants d'institutions. Alors je voudrais citer Madame Mélissa Ramos, qui est sous-préfète chargée de la politique de la ville sur tout le département, donc je la remercie de venir dans notre petite ville, mais fière de l'être. Je salue également Monsieur Alexandre Sabatou, député de l'Oise, Monsieur Alexandre Ouizil, conseiller régional et vice-président de l'AXO, chargé des finances, donc qui va comme ça avoir une meilleure vue, mise à jour de tous les besoins de Saint-Leu-des-Francs, on y reviendra. Merci Alexandre. Je voudrais remercier nos voisins directs, Guy Laforêt, maire de Villers-sous-Saint-Leu, que je remercie, parce que depuis 2 ans qu'il est élu, on travaille de mieux en mieux entre voisins, c'est quand même la moindre des choses. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va parler des vrais sujets, et c'est pour ça que je vais faire vite sur ma santé, parce que je sais que certains se disent, mais alors il a fondu. Donc je vais très bien, je vais même très très bien, j'ai juste fait un régime, donc il n'y a aucun souci. Je l'ai fait grâce à l'excellente diététicienne de Saint-Leu, publicité gratuite. Et en plus, je vais vous dire que j'espère bien avoir le même caractère dans 1 an, et ça c'est une pression que je me donne à moi-même, comme ça je ne pourrai pas reprendre, parce que je vous ai fait à tous une promesse. Alors, je reviens au vrai sujet, et je voudrais commencer par vous montrer une vidéo qui est le travail de notre service communication, qui a beaucoup travaillé aussi pour aujourd'hui. En fait, le service avait fait l'année dernière une courte vidéo qui s'appelle « 10 raisons de bien vivre à Saint-Leu ». Et comme il n'y avait pas eu de vœux l'année dernière pour cause, Covid, eh bien, elle a été diffusée, non pas sous le manteau, mais sur notre site internet uniquement. Donc, vous méritez de la voir quand même intégralement. Elle dure 3 minutes, donc ça va aller vite. Et après, je reviens.
Voilà. Donc merci encore aux élus et aux services qui ont rendu tout ça possible. Alors je m'aperçois que j'ai évidemment déjà oublié les conseillers jeunes du conseil municipal de jeunes qui a été élu cette année. Donc puisque vous êtes déjà chaud pour applaudir, je vous propose quand même de les encourager à nouveau parce que c'est leur première. Ils sont 16 en tout, hein, donc là, ils sont bien représentés. Allez, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Bien, alors on reprend cette tradition interrompue par le Covid. Je vous rends compte évidemment de nos actions. Et finalement, on se rend compte de plus en plus qu'on fait 3 types de choses, et c'est pour ça que je vais faire 3 parties dans ce petit discours. La première chose, c'est que bien sûr, on rend des services au quotidien, et on va y revenir. Bien sûr, on amène des grands projets au stade où ils vont être visibles, mais finalement, on gère de plus en plus des crises, et on se doit de renforcer de plus en plus la commune contre ces crises. Donc, c'est pour ça que je vais parler des 3. En commençant d'ailleurs par les crises, c'est le moins drôle, mais au moins, ce sera fait. Et pour tout ça, je remercie à nouveau cette équipe d'élus, parce que finalement, ils sont réactifs et engagés dans la gestion de crise. Ils ont le sens du moyen terme dans les grands projets, parce qu'il faut avoir de la patience et de la ténacité. Et puis, ils sont vigilants au quotidien, comme vous l'êtes, on le sait bien, sur tout ce qui peut encore coincer dans les services de base, et on n'oublie pas évidemment ça. Et pour tout ça, je remercie encore les services et leur directeur général. Voilà. Alors, ces 3 parties dont je vais vous parler, finalement, c'est un peu la trame de notre projet de ville, et d'ailleurs, c'est le moment de le reformaliser, ou de le formaliser, puisque l'AXO elle-même, l'agglomération Creil-Sud-Oise, met à jour elle-même son projet de territoire, et donc on s'est dit, il faut que le projet de ville soit aussi sérieux que le projet de territoire intercommunal. Alors, je commence justement par la notion de sécurité. Alors, le monde change, je ne vais pas vous refaire tout ce qui est anxiogène, mais quand même, le Covid, l'Ukraine, le dérèglement climatique, rien que ça. On doit contribuer à la sécurité globale de la commune, même si ces crises nous dépassent, on a un rôle à jouer. Et aussi faire un travail de fond sur la résilience du territoire, c'est-à-dire ce qui nous permet de diminuer, voire de surmonter les conséquences des crises. Alors, on fait 3 choix. Je fais court, mais on y croit beaucoup. D'abord, on gère les crises sans chercher à les diminuer ou les sous-estimer, les nier ou les sous-estimer. Premier exemple, cette année, on a pris une petite part modeste à l'accueil de réfugiés ukrainiens dans l'un des appartements d'urgence de la commune. Deuxièmement, en fin d'année, nous avons travaillé sur un plan de sobriété énergétique partagé au conseil municipal qui s'appuie sur d'abord un meilleur pilotage des consommations. Donc on est en train de généraliser ce qu'on appelle la télégestion des bâtiments, hein, suivi des températures et pilotage, comme son nom l'indique, des températures par pièce, à tout moment. On remet en question certains comportements et il faut justement qu'on avance vers les meilleures habitudes. On va déployer cette année des équipements beaucoup plus orientés économie d'énergie, y compris ce qui peut sembler évident, mais parfois c'est l'occasion d'un grand programme d'isolation des combles des bâtiments municipaux. On soutient les projets d'économie d'énergie de plusieurs acteurs. Il y a par exemple 2 bailleurs sociaux cette année qui sont en train de faire des grands programmes d'économie d'énergie, d'isolation par l'extérieur. Et puis si tout ça ne suffit pas, mais on en reparlera à la fin dans le budget, il faudra peut-être remettre en question d'autres dépenses. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur les mauvaises nouvelles. Alors, dernier exemple de gestion de crise, nous nous préparons à d'éventuelles coupures d'électricité, qu'elles surviennent d'ailleurs dans les prochaines semaines, mais vous avez bien vu que la perspective semble s'éloigner. Mais elles peuvent aussi survenir en 2024, où il y aura encore moins de gaz que cette année. Alors qu'est-ce qu'on fait? On complète à nouveau notre fichier des personnes vulnérables. On a prévu en cas de coupure qu'il y ait une permanence, quoi qu'il arrive, à la mairie, où on peut accueillir des personnes qui cherchent des secours. Et puis, on le fera évidemment avec la police municipale, les sapeurs-pompiers. Voilà. J'ai évidemment encore oublié, j'y pense, de remercier la présence de la gendarmerie, le major Morin, le collège, monsieur le principal Tondeux. Voilà, je vais finir par dire tout ce que j'aurais dû dire tout à l'heure. Voilà un peu sur ces choix de gestion de crise. Mes deuxième choix, on essaye de développer ce qu'on appelle un peu pompeusement la culture du risque.
Ça veut dire que c'est tout ce qui nous permet d'être jamais surpris par une crise. On a ce qui s'appelle le plan Orsec de la commune, qui s'appelle le plan communal de sauvegarde. On l'a remis à jour cette année. On a travaillé sur un sujet quand même pas facile avec les habitants, hein, la distribution de comprimés d'iode. On a fait un exercice avec les habitants en octobre dernier. En cas d'accident nucléaire, vous savez bien que c'est ça le sujet. C'était très important d'impliquer la population et du coup, on va généraliser cette implication puisqu'il y a une réserve communale de sécurité civile qui est en préparation. Donc un groupe de citoyens qui auront un engagement, qui auront une assurance et qui pourront donner un coup de main en plus de tous les autres acteurs de la sécurité, au cas où. Voilà, et puis troisième choix, cette ville plus résiliente, c'est finalement la meilleure raison d'accentuer notre programme de développement durable, puisque une ville qui travaille dans ce domaine est moins fragile. Alors, on a trois axes forts. Premièrement, l'éclairage intelligent. On met en place depuis plusieurs années des nouveaux mâts avec des LED. Donc, il y en a déjà 65% de la ville déjà équipée. Hein. Le total des mâts, c'est 900. L'économie est donc permanente. Il y aura 80% des mâts qui seront installés à la fin de l'année 2023. Donc, on baisse beaucoup la nuit, mais on n'arrête pas. On maintient quand même la visibilité dans la ville. Donc, on diminue de 85% l'intensité la nuit, mais avec des capteurs sur chaque mât, on remonte à un niveau de 50%. Donc là, toute la ville n'est pas équipée de capteurs. Hein. Parfois, on a changé les mâts, mais on n'a pas encore mis les capteurs. On est en dialogue avec les habitants qui sont un peu surpris là-dessus. Mais effectivement, on remonte à 50% et ça fait quand même beaucoup d'économies. Alors, deuxième grand sujet de développement durable, la production d'énergie renouvelable. Alors, vous le savez, il y a déjà un méthaniseur sur la commune que vous voyez derrière moi. Il permet de produire l'équivalent de la consommation de gaz de la ville. Et puis, il est sur ce plateau agricole qui est un atout exceptionnel, peut-être pour d'autres activités du genre, mais avec une réserve importante. Là, je le dis à tous nos partenaires, nous avons besoin d'un meilleur accès routier de ce plateau, qui actuellement, l'accès passe par la rue d'Ardillères. Donc ça, j'y reviendrai. Dernier exemple d'énergie renouvelable, et ça, c'est une nouvelle importante. Je peux vous confirmer aujourd'hui que nous allons avoir un projet de parc solaire photovoltaïque. Alors, c'est sur un très grand endroit que vous voyez en haut, mais qui est en fait l'ancien parc à cendres de l'ancienne centrale thermique. Donc, on parle quand même de la bagatelle de 22 hectares. Ça représentera 2 fois la consommation électrique de la ville. On pourra exporter de l'énergie comme avant. Il y a des études encourageantes qui ont été menées déjà en 2022 et ce projet va profiter de la loi sur les énergies renouvelables qui est en train d'être votée, puisqu'il y aura une certaine accélération des procédures, mais aussi la possibilité, et on y travaille déjà, de faire bénéficier financièrement les habitants de certains avantages. On travaille notamment sur la formule de bons énergie. Donc on en reparlera. Alors, autre sujet de développement durable, l'autonomie alimentaire. Là encore, année décisive en 2022, il y a un maraîcher professionnel qui est en train de s'installer sur la commune. Vous voyez sa photo, M. Brunner. Nous avons racheté conjointement avec lui, je dis nous, c'est la commune a racheté conjointement avec lui un terrain de 5 hectares sur les hauteurs de la commune, à côté de l'écoquartier du Haut-Mettemont. Là aussi, en chiffres, le projet va produire, tout en bio, l'équivalent des besoins en légumes et en fruits du tiers de la commune. Il y aura un circuit court de commercialisation avec des achats possibles sur place. Et nous participerons dans ce domaine également au projet alimentaire territorial de l'agglomération qui est en train d'être lancé. Et il y aura des visites du site par le grand public, par les jeunes publics. Voilà, donc projet important. Dans le domaine alimentaire, on continue à travailler sur le gâchis des cantines. On est déjà en réduction de 25% de gâchis à 20. Ça reste des chiffres très élevés, mais qui sont malheureusement les mêmes dans toutes les cantines. Donc nous, on diminue et ça ne nous empêchera pas de continuer à bien nourrir nos enfants en quantité et en qualité. Plus
plus largement, grâce à ce projet, on veut faire évoluer nos services à l'enfance vers des éco-services à l'enfance, et notamment le centre de loisirs, avec un projet éducatif qui intégrera le développement durable, et on va rédiger ce document cette année avec les familles. Alors sur l'autonomie alimentaire, je vais maintenant ouvrir une nouvelle piste, c'est l'ancienne sucrerie, qui est le bâtiment que vous connaissez, qui est dans l'escarcelle de la commune depuis quelques années, mais qui n'avait pas encore fait l'objet d'une idée suffisamment précise pour que je vous en parle. Alors il y a deux idées en fait, et on va les étudier cette année plus précisément avec l'agglomération de Creil, qui est chargée du développement économique. Alors il y a une piste qui serait autour du cinéma, donc là c'est une piste hors développement durable, mais dans la culture. Et puis il y a une piste autour de l'alimentation. Alors je vous livre cette, non pas cette folie, mais cette idée un peu décoiffante. On a donc des cultures de plein champ, on a un très grand plateau agricole, mais pourquoi pas à cet endroit, dans la sucrerie, une ferme urbaine verticale qui permettrait de produire certains aliments du futur. Voilà. Donc là, c'est la nouvelle idée que je vous laisse savourer, avec ce clin d'œil, pas pour demain, la façade, clin d'œil au peintre Arsim Boldo, qui avait mis des légumes sur ses peintures. Je ne vous dévoile pas de détails supplémentaires pour l'instant, et je vais donc passer au deuxième grand thème, qui est l'attractivité de la commune, qui ne doit pas empêcher le maintien de notre qualité de vie. Alors, je suis redevenu maire en 2018 avec cette équipe d'élus à côté de moi. On est engagé jusqu'en 2026, comme vous le savez, donc si vous comptez bien, on est exactement à mi-chemin de ce mandat un peu particulier, de cet engagement de 8 ans. Et donc, je ne peux que vous confirmer que la ville change, elle est attractive. Je vais vous rappeler quand même les grands projets qui ont avancé cette année. Alors, le nouveau quartier des 3 étangs, vous le voyez, les bâtiments sont sortis de terre. Il y a eu au printemps dernier 29 logements en accession à la propriété qui ont été livrés. En décembre dernier, il y a eu 42 logements aidés et qui ont été transmis au bailleur Claisance. Cette année 2023, il y aura une résidence-service pour des seniors indépendants, 70 logements. Il y aura un permis de construire pour une autre tranche d'accession à la propriété. Et puis, il y a 2 bâtiments d'activité et d'artisanat, dont l'un va être lancé dès cette année, donc ça évolue bien. Et il y a enfin une autre parcelle, puisque c'était un programme un peu multifonction. Il y a enfin une autre parcelle qui commence à intéresser des gestionnaires d'un hôtel possible. Voilà, donc dans les prochains mois, le jardin qui est en train de pousser sous vos yeux, là, il sera rétrocédé à la commune et il sera évidemment ouvert à l'ensemble du public de toute la ville, ainsi que les 3 rues qui ont été créées. Alors, à ce quartier s'ajoute un autre point de construction neuve important qui est une nouvelle résidence dans le quartier de l'Abreuvoir-aux-Moines, au bord de l'Oise, sur une partie de l'ancienne sucrerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en 2023, il y aura 80 logements qui seront livrés par l'aménageur Link City au bailleur social Claisance, qui gérera 20 logements aidés et 60 logements intermédiaires. Donc il est clair que ce programme de relance de la construction neuve qui a été envisagé dès 2009, mais vous voyez le temps que prennent les choses, ce programme s'est bien déployé. Ça a mis du temps avec beaucoup d'énergie, avec un investissement des partenaires que je viens de citer important, puisque je souhaite quand même faire un total qui se monte à plus de 50 millions d'euros. Donc c'est en cela que je disais que notre ville est attractive. Et je veux saluer cet investissement. Et je voudrais remettre aussi les chiffres de population en perspective, parce que dans notre enthousiasme, et moi le premier, j'ai pu parfois laisser penser que, ça y est, la ville explosait. Ce n'est pas du tout ça. Oui, la population va augmenter de 15% dans les prochaines années, mais elle avait diminué de 5% depuis 20 ans. Le pic de la population, c'était 1999. Depuis, ça diminue, et encore cette année, au recensement de l'année. Donc si vous prenez moins 5, plus 15, et que vous vous rendez compte que c'est sur plus de 20 ans, ça fait juste un rattrapage et un taux de croissance de 0,4% par an sur le long terme, c'est-à-dire à peine plus que le taux de croissance normal de la population française. Voilà. Donc la ville n'explose pas, elle se rattrape parce qu'effectivement, il y a eu un moment où on était en baisse. Alors, autre projet important, 2022, voit les choses frémir sur la zone du Renoir, donc la zone économique de
l'ancienne centrale, qui est considérée par l'agglomération comme un atout pour l'agglomération. Considérée par l'AXO comme un atout pour l'agglomération. Alors, pourquoi? Parce qu'elle a des connexions, vous le voyez, à la rivière, à la voie ferrée derrière, et puis au-delà du parc à cendres qui est dans le dos du photographe, là, et j'en ai déjà parlé pour le parc solaire, il y a 2 autres terrains où nous avons mis le logo de la ville, 2 autres terrains qui sont encore disponibles et qui font l'objet de marques d'intérêt très importantes. Nous souhaitons bien sûr créer des emplois locaux avec de la valeur ajoutée, mais aussi, et c'est ça la qualité de vie, que tout ça reste compatible avec le passage d'une voie douce qui ira de Creil à Saint-Leu-d'Estran dans les prochaines années. Et donc ça encore, c'est une implication de l'agglomération creil-sudoise que je salue, et je salue aussi les réflexions des propriétaires concernés. Là, le terrain qui est vide, que vous voyez à côté de la rivière, c'est la propriété de la Chambre de commerce et d'industrie qui va avancer de manière décisive en 2023. Et évidemment, il faut que ce soit dans le respect des intérêts de la commune. Voilà donc 2 exemples récents dans la construction neuve et dans le développement économique où nous voulons concilier et continuer à concilier l'attractivité et la qualité de vie. C'est pour ça que nous allons ouvrir une nouvelle réflexion sur les futurs aménagements urbains qui prennent du temps. Et les orientations sont la continuation de ce que je viens de dire. Il faut des logements nouveaux, il y a encore des besoins. Autrement, les gens partent et la population naturelle va continuer à se réduire. Mais il faut des logements nouveaux de manière un peu plus perlée, un peu plus diffuse, afin de préserver la qualité de vie de l'ensemble de la population. Bien sûr, il y a encore une partie de l'ancienne sucrerie qui peut donner lieu à réflexion, mais il y a aussi des terrains déjà constructibles, plus dispersés dans la ville. Qu'il s'agisse d'anciennes fermes ou de terrains, d'espaces même verts à diviser. Et nous ferons bien la différence dans cette réflexion entre le centre-ville qui est à proximité de tous les services et puis des quartiers périphériques qui sont un peu plus résidentiels et qui doivent rester plus calmes. Par ailleurs, si nous souhaitons contribuer au développement économique du territoire et plus largement du sud de l'Oise, je viens de le dire, nous devons de limiter les problèmes réels de circulation de transit que nous connaissons. Et j'ai bien dit de transit, puisqu'on voit bien que les chiffres que vous voyez là ne sont pas causés par les habitants, surtout quand la population continuait à diminuer. Je vous donne un exemple supplémentaire, parce que les 12 000 véhicules jour sur le pont, c'était 8 000 il y a 10 ans. Donc, ce n'est pas l'augmentation de notre population locale. Mais c'est bien un problème, et on ne veut pas faire n'importe quoi dans tous les domaines qui puissent augmenter ou aggraver ce problème. Donc, nous avons présenté cette année un plan d'ensemble à l'État, au Conseil départemental et à la SNCF, qui est concerné. Et ce plan, il est sur 3 volets. D'abord, pour le CD 44, donc qui passe sur la voie ferrée, il nous faut une meilleure sécurisation du passage à niveau, qui est un passage de centre-ville avec une meilleure pré-signalisation, parce que vous savez que y a des camions qui ont souvent abattu le gabarit, qui protège les caténaires. Il nous faut aussi une plus grande répression des contrevenants. Voilà. Sur le CD 92 Est-Ouest, il nous faudrait des aménagements complémentaires avec 1 voire 2 giratoires. Et là encore, l'aide des grands financeurs, et notamment l'État et le Conseil général, seront nécessaires. Et puis, il nous faudrait aussi la création, alors, non pas d'une déviation du CD 92, qui, vous l'avez sous les yeux, a été imaginé il y a 10 ans avec des options qui ne peuvent pas convenir à nos voisins. Donc, on n'est plus là-dessus, je voudrais vraiment vous le dire de manière très ferme, malheureusement, mais ça ne marche pas. On est sur quoi? On est sur la création d'une voie d'accès nouvelle. Donc, vous voyez les anciens tracés de la déviation. Et vous voyez cette route verte là qui monterait à partir du magasin Point P et qui permettrait de desservir l'ensemble du plateau agricole. Et si cette voie existe, la conséquence, et là on zoome, c'est que, suspense, voilà, c'est qu'on pourrait interdire la rue d'Ardillères aux camions. Et donc, vous voyez bien l'énorme impact que ça peut avoir pour les riverains concernés, cette voie nouvelle au plateau agricole. Alors, cette recherche d'équilibre dans ce domaine va passer cette année par la révision de notre plan local d'urbanisme pour intégrer tous ces débats et pour faire participer la population aussi à ce débat spécifique.
dès maintenant, on a des échanges avec les promoteurs privés ou les propriétaires privés, ou les deux, qui sont déjà marqués par cette recherche de projets raisonnables et qui limitent l'impact local sur l'environnement immédiat. On change de domaine, autre projet qui lui a abouti déjà, ça y est, le complexe sportif Pascal Grousset. Depuis 40 ans, il vivait bien, mais il vieillissait, et on a maintenant pu, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, qui nous a permis d'être spécialement aidés, nous avons engagé une dépense de 1,4 million d'euros, donc c'est le remplacement complet de la piste, l'installation d'éclairage réglable, sobriété oblige, la création de zones de lancer, là on voit le saut à la perche, et l'adaptation du complexe aux personnes à mobilité réduite qui n'étaient pas réalisées jusque-là. Alors on a fait tout ça grâce à l'aide exceptionnelle du Conseil général. J'ai parlé du programme spécial du Conseil OAS 24 qui vise à préparer les Jeux Olympiques. On a eu aussi une subvention du Conseil régional. On a eu un fonds de concours de l'AXO aux communes. Et alors désolé Madame le Préfète, vous n'y êtes absolument pour rien. Je dois regretter, c'est la loi du genre des vœux, je dois regretter l'absence sur ce coup-là de subvention de l'État, qui est pourtant l'organisateur des Jeux. Donc c'est pas grave, mais on va sûrement reparler cette année d'autres projets où on va vraiment demander encore plus vigoureusement l'aide de l'État. Alors l'inauguration officielle de ce complexe aura lieu le 13 mai. Là, vous voyez la pré-inauguration avec la présidente du Conseil général, mais elle reviendra. Conseil départemental. Elle reviendra le 13 mai et j'espère bien que vous serez tous nombreux parce qu'on veut préparer cette inauguration non seulement avec les associations et les autres utilisateurs comme le collège, mais on voudrait aussi que toute la population vienne courir et donc préparer vos équipes pour une course de relais et évidemment, vu ce que j'ai dit au début de l'intervention, je suis maintenant capable de faire partie d'une équipe municipale de course qui regroupera les élus et les agents, des élus et des agents. Autre grand sujet, les berges de l'Oise. J'en ai déjà un peu parlé au niveau de la zone du Redouard, mais vous voyez que là, on est dans la partie la plus agréable, c'est-à-dire en aval du pont. C'est un de nos plus grands atouts, et c'est un projet à la hauteur également de l'énergie de notre agglomération. Alors, la mise en valeur de certains segments a déjà commencé depuis plusieurs années dans nos budgets à nous. Mais maintenant, et donc maintenant, on peut développer les animations. Vous en avez quelques exemples. Il y a eu la fête de la rivière, qui est une fête communale. Et puis, on a accueilli, comme chaque année, les manifestations de l'AXO, qui s'appellent les escales ou le marché Picard. Donc, je vous ai parlé de l'autre partie de la berge, qui est donc dans la zone du Renoir. Cette année, ou 2022 plutôt, le terrain de la Chambre de commerce a été aménagé pour les cyclistes. Et puis, il y a une étude globale de l'AXO, donc j'ai plaisir à vous rendre compte, puisqu'elle a atteint un stade opérationnel. Donc là, vous voyez un schéma un peu technocratique, les différents segments des 9 km de berge. Il y en a 6 km chez nous et 3 km sur Creil et Montataire. Et cette étude prend en compte les natures différentes de chacune des parties, mais elle va permettre, ce qui est une grande attente de notre part, et c'est un scoop également, la voie douce va longer, alors c'est un endroit que peu connaissent, va longer une partie de territoire qui est bien sur Saint-Leu, qui est l'écluse, qu'on appelle à tort l'écluse de Creil. Donc l'écluse de Saint-Leu, elle est en amont à 1,5 km d'ici, et la voie douce va longer l'écluse et passer au-dessus de la rivière Thérin, qui à cet endroit se jette dans la rivière Oise. Et donc, on parle maintenant d'une passerelle de la confluence, dont j'espère fortement qu'elle pourra naître avant la fin de ce mandat, et que nous pourrons l'inaugurer tous ensemble. Et vous comprenez qu'elle représentera un symbole particulièrement fort de passage entre l'urbain et le périurbain, et de passage d'une commune à l'autre. Voilà, donc je prends rendez-vous. Alors, il y a d'autres projets qui nécessitent un travail qui est moins visible, mais je veux quand même vous montrer qu'il avance. Le grand projet de la maison de la petite enfance, dont je vous parle depuis quelques années, mais ça y est, il y a un plan, il y a une méthode, il y a bientôt un bureau d'études. Alors, je rappelle que ça a avancé quand même cette année, puisque le terrain a été acquis cette année par la commune à l'agglomération Creil-Sud-Oise, en Corrèze. La transaction s'est faite à un prix satisfaisant pour les deux parties.
il y a des études de faisabilité qui, par contre, ont montré que notre ambition de mettre beaucoup de services dans un seul bâtiment était un petit peu pas assez raisonnable. Donc, dans le bâtiment existant, il y aura bien les modes de garde dont j'ai déjà parlé, transfert de la halte-jeu communale, ouverture d'une micro-crèche privée, mais par contre, et c'est ce bâtiment supplémentaire que vous voyez en bas du plan, il est nécessaire d'envisager un second bâtiment neuf, sur lequel, dont sera propriétaire un investisseur privé, parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau de la commune. Et c'est ce bâtiment qui accueillera plusieurs professionnels de santé qui s'adresseront aux besoins de l'enfant, mais aussi de sa mère. C'est-à-dire que ce sera un pôle mère-enfant, pôle médical mère-enfant. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, on lance un appel d'offres pour le recrutement de l'architecte et du bureau d'études. Et je m'engage, en espérant ne pas manger mon chapeau cette fois, je m'engage à ce que l'ouverture soit réalisée en septembre 2024, puisqu'il faut quand même des travaux importants. Autre projet, la rue d'Ardillères, là aussi, on en a encore parlé avec un riverain tout à l'heure. La difficulté de cette rue, donc, qui est une départementale, elle est bien connue, c'est un trafic justement important de desserte du plateau agricole et un trafic de transit. Dans une rue qui est étroite, qui est en forte pente, avec des réseaux souterrains anciens et qui lâchent périodiquement, on l'a encore vu récemment. Donc le plan d'ensemble s'est fait un peu attendre, parce que finalement, il y a deux difficultés. Il y a quels travaux on fait et comment on les finance, et puis quand est-ce qu'on les fait, parce qu'il n'y a jamais de bon moment dans une rue comme celle-là. Alors, il y aura une réunion publique en février pour réunir tout le monde, mais on a vu déjà les riverains d'une part et les utilisateurs professionnels d'autre part. Donc là, on fera une synthèse et on fera des annonces qui permettront de commencer des travaux dès cette année. Et d'ailleurs, dans les travaux qui n'étaient pas faciles de prévoir, on a trouvé les moyens, en bonne intelligence avec un propriétaire privé, de travailler sur l'alignement d'une grange qui dépasse, vous le voyez bien, vous le connaissez bien, qui dépasse sur la rue, un endroit où il y a des trottoirs ni d'un côté ni de l'autre. Donc on va travailler sur cette partie dès le printemps et on va aussi déployer des équipements de sécurisation dès cette année. Donc ça y est, c'est parti pour la rue d'Ardillères, je l'ai dit plusieurs fois, mais maintenant on ne peut plus reculer. Et puis après, ce sera le tour des autres réseaux et du revêtement, on y reviendra. Voilà, troisième partie de ce petit discours, les services de proximité, dont le progrès régulier ne doit pas endommager notre équilibre financier. Alors, on est toujours attaché à ce que les services soient de qualité. Cette qualité, elle ne se réduit pas à des chiffres, elle se développe au quotidien par la satisfaction que vous pouvez en avoir, et on mesurera de plus en plus cette satisfaction. Par contre, les chiffres, il faut quand même vous en donner quelques-uns. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on les regroupe dans un rapport annuel qui s'appelle le document annuel sur les services rendus, et il est présenté au conseil municipal dans le cadre de notre procédure budgétaire, et il est accessible par la population. Alors, quelques chiffres qui sont là à résumer pêle-mêle. Alors, on a 23 km de voirie, mais on a aussi, on est quand même dans le périurbain, c'est-à-dire rural, on a aussi 23 km de voirie, mais 25 km de chemins ruraux qu'il faut surveiller, entretenir. On a aussi 10 hectares d'espaces verts à embellir et à entretenir. Je ne parle pas des forêts, qui sont bien plus importantes que ça. Dans un autre domaine, on a 50 animations importantes à gérer et à accompagner chaque année. On a près de 300 élèves de l'école des arts à instruire. On a près de 50 000 repas à servir dans les cantines par an. Plus de 25 000 présences d'enfants dans notre service périscolaire. Dans le domaine de la solidarité, on a 150 mois d'aide alimentaire qui sont attribués. Plus de 5 000 heures d'accueil de la petite enfance, c'est bientôt fini pour les chiffres. On a 500 surveillances d'établissements scolaires. Et puis un chiffre qui vous plaira moins, on a près de 200 verbalisations. Et dans le domaine de la communication, on a maintenant 3 000 abonnés Facebook, ça monte, et près de 90 000 visiteurs sur Internet, ça monte aussi beaucoup. Voilà, donc tout ça a été possible grâce à l'engagement des 120 agents municipaux. Je remercie à la fois les anciens pour leur fidélité et leur expérience, mais aussi les nouveaux pour leur énergie nouvelle. Là, dans la photo,
qui vient maintenant, la suivante, vous avez les deux, des anciens et des nouveaux. On compte dans cette mairie pas moins de 35 arrivées d'agents depuis 2 ans. Ça fait beaucoup, il y a du renouvellement, dont la majorité du comité de direction, puisqu'il y avait des départs à la retraite et des mutations. Autant vous dire qu'on a fait des progrès en matière de technique de recrutement. Alors, malgré toutes les contraintes financières dont j'ai commencé à parler, on essaie d'augmenter quand même certains services. Je reviens sur la petite enfance un instant, parce qu'on n'a pas attendu la maison dont j'ai parlé tout à l'heure. On a élargi les horaires de la halte-jeu dès cette année, et on a ouvert un relais petite enfance qui permet de rapprocher les parents et les 25 assistantes maternelles de la commune. J'ai parlé de la micro-crèche qui sera dans la maison de la petite enfance, mais je vous annonce également qu'il y a une piste très sérieuse pour une deuxième micro-crèche, donc là on va avoir tout ce qu'il faut, dans le nouveau quartier des 3 étangs que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on sera bien là, dans ce domaine, sur du rattrapage pour la petite enfance, qui était peut-être un petit peu moins développée dans notre ville que d'autres domaines. Et donc ce sera la fête pour les bébés et leurs parents bientôt. Autre exemple d'amélioration de service, les animations dont j'ai parlé tout à l'heure sur les berges. Plus globalement, là vous avez une petite partie de toutes les affiches qui sont faites au fur et à mesure. Ça, c'est du service au quotidien, c'est de la convivialité, c'est du vivre ensemble. Et donc, tous les ans, on varie les approches, on met en valeur la rivière, mais on refait la fête de la musique cette année qui ne se tenait plus. On fait des points de regroupement nouveaux dans les quartiers, notamment avec des réunions de quartiers. Et puis on a mis en place beaucoup d'occasions pour que les générations se rencontrent. Et là, par exemple, la croisière sur le bateau qui part du quai de la sucrerie, avec des jeunes et des moins jeunes qui ont joué ensemble. Plus globalement, dans la vie locale, nous souhaitons ardemment soutenir et compléter les efforts des associations dans tous les domaines. Puisque tout ne va pas formidablement quand même dans ce bas monde, j'émets quelques inquiétudes pour l'avenir de l'engagement citoyen, que ce soit sous forme de bénévolat dans les associations ou même de volontariat dans différentes occasions. Alors, je rappelle aux citoyens, et évidemment ce n'est pas vous qui êtes présents ici que je vais le dire, c'est plutôt à tous ceux qui ont un peu plus de mal à sortir de chez eux, mais que les associations locales ne continueront à vivre que grâce à eux. Et c'est pour ça que, par contre, aujourd'hui, ça me semble normal et important de remercier ceux qui sont actifs pour leur dévouement. J'ai vu un certain nombre de responsables d'associations ici présents. Alors, je vais mettre spécialement à l'honneur une personne qui n'est pas au courant, mais qui va le découvrir. Elle a atteint, cette personne, la bagatelle de 40 années de volontariat au compteur, au sein des sapeurs-pompiers communaux, dont j'ai d'ailleurs pas remercié également les responsables ici présents. Et donc, je voudrais quand même rappeler que j'ai remis récemment une médaille du travail à M. Marc Belmer, que je vous demande d'applaudir. Tout le monde le connaît et ce remerciement symbolise nos remerciements à tous pour son dévouement, l'innombrable temps passé à secourir la population et à maintenir ce lien de proximité. Je vais me permettre à cet instant de faire un autre remerciement sous une forme plus grave, puisque je vais dire un mot d'un élu municipal qui nous a quittés en 2022, et il s'appelle Philippe Coulon. Philippe était devenu bénévole de notre épicerie solidaire dès 2009, avant même de devenir conseiller municipal en 2018. Et donc je le redis ici, et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres lieux, dans son engagement social et municipal, Philippe a été, discrètement et avec humour, ce qu'on appelle parfois un véritable pilier de la République. Merci de l'applaudir également. Alors c'est difficile de reprendre le fil après cette partie, mais nous continuerons aussi à maintenir notre tissu commercial de proximité. Et là, je parle de ce que nous avons fait en 2022 avec un système de chèques cadeaux utilisable uniquement en centre-ville et avec
un amorçage payé par la ville. En 2023, nous souhaitons accompagner la relance d'une association de commerçants. Nous souhaitons réfléchir autrement à la relance de notre marché. On a du mal, mais on va y arriver. Et puis, on va continuer l'étude sur la requalification de la place de la République, qui est notre cœur de ville. On approfondit nos services au quotidien, mais on maintient notre équilibre financier. Alors, je vais faire court et un peu brutal. Nous avons parfois, décidément, pas votre soirée, nous avons parfois l'impression que notre situation de ville intermédiaire, de petite ville, est moins prise en compte par l'État que celle de villes plus grandes, peut-être parce qu'elles ont des plus grands problèmes, ou de villages plus petits, peut-être parce qu'ils ont encore moins de moyens que nous. Néanmoins, on est au milieu et nous aussi, on a des besoins. Et je vais vous donner donc un chiffre que je dis régulièrement, mais là, je recommence. En 10 ans, depuis 10 ans, la dotation de fonctionnement versée par l'État à la commune de Saint-Leu s'est réduite de 1 million d'euros. Et forcément, on peut imaginer tous maintenant ce qu'on ferait avec 1 million d'euros de plus, d'autant plus que dans notre cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, dans notre cas, cette baisse n'est pas compensée par d'autres types de dotations. Voilà, donc ça nous manque. Et on a donc tiré en 2022 les conséquences des menaces qui s'accumulent, puisqu'elles ne sont pas compensées par ce que je viens de dire. Et donc on a pris nos responsabilités, c'était pas drôle, mais on a fait progresser les recettes locales. C'est-à-dire qu'on a augmenté la fiscalité, qu'on avait baissée il y a 2 ans, augmentation modérée, mais quand même de la taxe foncière et plus récemment de la taxe d'aménagement. On a refait un emprunt. Alors pour moi, c'était le premier que j'ai eu à signer depuis que je suis maire en 2008, donc je ne m'y habitue pas. On a relevé des tarifs. On a atténué ça en prolongeant le système qu'on a déjà mis en place de modulation des tarifs en fonction des revenus. On a approfondi ce système pour ne pas trop peser sur les bas revenus. Et puis, on a recherché davantage des subventions, mais là-dessus, on a encore des progrès à faire. Donc, très prochainement, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, on reviendra sur tout ça. On verra si on a, oui ou non, ce qu'on appelle des amortisseurs énergétiques et financiers. Pas évident. D'ores et déjà, je pense qu'on va plutôt s'acheminer vers une hausse à cause de l'énergie de 300 000 euros. Donc, vous voyez qu'il va falloir les trouver quelque part. Nous en tirerons les conséquences pour bâtir un budget réaliste, mais qui préserve l'essentiel de ce que je viens d'évoquer. J'ai donc parcouru toutes les composantes de ce qu'on considère, nous, effectivement, vraiment un projet de ville. Et vous voyez bien que le fil rouge, c'est bien l'équilibre à tous les niveaux de ces 3 parties que j'ai développées. Alors, ce projet n'est évidemment pas celui d'une personne, c'est bien celui d'une équipe, mais c'est bien un projet en votre nom à tous. Et je sais, à nouveau, je le redis, qu'il est pris en compte dans nos très bonnes relations de travail par l'agglomération Creil-Sudoise, et je l'en remercie. Dans tous les cas, je suis très fier de ce que je peux vous présenter au nom de l'équipe. Je vous remercie, vous tous qui êtes ici et qui faites aussi cette ville. Soyez sincèrement remerciés pour tout ce que vous avez fait. Et évidemment, je ne me refais pas, je vais encourager davantage encore. Soyez tous convaincus que tous ensemble, nous pouvons encore mieux faire la ville de demain. Meilleure vue 2023 à tous et très bonne fin de soirée.